Salut à tous et bienvenue sur Casa. Milan, victoire 3-0 du Milan à domicile face à la Spezia. But de Leao la 57e minute qui reprend un coup franc de Çalhanoğlu. Un but de Théo Hernandez en solitaire, magnifique action à la 76e. Et Leao qui double la mise seul face au but à la 78e. Nous en parlons aujourd'hui à 3 avec Nico et Arco. Salut à vous. Bonsoir. Salut. Nico, première mi-temps insipide. Un match grosso modo poussif, mais le score est là. Une nouvelle fois. Et le Milan s'en sort avec 9 sur 9 sans prendre de but. On va dire que c'était ce que j'avais demandé quand on avait fait une émission. Ça veut dire qu'il y avait 6 matchs en comptant l'Europa League et les matchs de championnat. On a fait un 6 sur 6. Après, comme tu dis, match très insipide qui a rappelé cette première mi-temps des mauvais souvenirs. On voit quand même que quand Ibra n'est pas là, cette équipe n'est pas du tout la même, ce qui est quand même incroyable. Qu'en fait, on a l'impression quand même que beaucoup de choses dépendent quand même de notre attaquant de 39 ans, notre attaquant même vedette. Mais on a gagné. Après, comme contre Crotone, j'ai trouvé cette équipe de la Spezia quand même d'un niveau quand même assez affligeant, parce que Milan n'était pas dans un grand soir et la Spezia n'a strictement rien montré. L'occasion la plus dangereuse de la Spezia, il y a eu une belle parade de Donnarumma, mais sinon c'est limite Calabria qui a failli marquer un but contre son camp. Donc voilà, permet de dire que je milite encore pour une série A 18 quand tu vois des équipes comme Crotone et la Spezia. Et ce match-là montre quand même qu'il y a quand même des carences dans cette équipe. La carence d'un remplaçant à Ibrahimovic. Le problème qu'il y a, c'est comment tu peux recruter un remplaçant, on va dire, d'un très bon niveau quand tu sais que Ibrahimovic va nécessiter par son salaire une place de titulaire. Tu es obligé de faire de la place donc un remplaçant qui fait pas trop de bruit, donc apparemment c'est Colombo quand même, on part sur Colombo. Et malheureusement le petit jeune aujourd'hui il n'a pas marqué des points et je trouve que il nous manque quand même quelqu'un quand Ibrahimovic n'est pas là, ce qui fait peur quoi qu'il arrive, même dans le futur, l'année prochaine, mais bon, ça on a encore le temps de voir plus tard. Mais certains te diront que c'est comme tu... Leao. Oui, après c'est quand il a joué en numéro 9 il a été mieux, mais bon, ce joueur est quand même assez particulier quand même. Eh oui, mais il a ses supporters, c'est comme ça. Alors Erko, c'est vrai qu'on a eu l'impression de retrouver le Milan des grands soirs, hein, le Milan des dernières années en première mi-temps, et puis finalement, alors c'est vrai peut-être aussi l'entrée de Çalhanoğlu, la fatigue de l'équipe adverse. Dans l'ensemble, la prestation collective milanaise laisse à désirer, mais qu'est-ce que tu veux, le score est là, et donc on est content. Et en plus, ça les Makers jouaient, donc tu devais être content. Oui, évidemment. Bon, et puis, enfin, 9 points sur 9, c'est quand même impeccable ce qu'on demandait. C'est des points qu'on gagnait pas l'année passée non plus, donc faut quand même remettre ça dans le contexte. Globalement, faut pas oublier aussi qu'aujourd'hui, on a joué avec une équipe quasiment B. Hein. Je veux dire, à part la défense, tout le reste a été changé. Donc, on peut pas non plus demander à tous des joueurs qui n'ont pas d'automatisme de jouer comme des titulaires. Donc, Les oui, titulaires qui n'ont effectivement, pas ça. été extraordinaires jeudi quand même, hein, si je puis me permettre. Ah non, effectivement, non, pas du tout. C'était un match complètement raté. Je sais pas expliquer pourquoi. C'était un match sans. Peut-être ça peut arriver. La pression de l'enjeu, je ne sais pas. Mais bon. Enfin, ici, on a pour parler aussi de contre Spezia. Donc, c'était pas, voilà, c'était pas brillant. De peu été fait. Il y a eu la défense a quand même été quand même pas mal du tout, je trouve. Surtout Calabria qui est qui s'est quand même bien battu. Mais à part son presque au Togo, évidemment, qu'on va essayer d'oublier. Mais hormis ça, sa prestation était plus que correcte. La rentrée en jeu de Çalhanoğlu était très importante, évidemment. On voit quand même que c'est maintenant qu'on voit l'importance qu'il a par rapport à la saison passée, la dimension qu'il a pris. C'est que l'année passée, il devrait jouer. Enfin, il n'aurait pas joué, on n'aurait pas vu la différence que quand il est titulaire. Et ici, il n'est pas là, on le voit, on le ressent. C'est la dimension qu'il a pris. Globalement, après Krunic, je trouve qu'il a fait son match. C'est encore un remplaçant correct aussi. Il a fait ce qu'on lui avait demandé sans vraiment briller, mais comme quatrième choix, on ne veut pas à peine de recruter quelqu'un d'autre à sa place. Gabia a fait son petit match aussi. Il a pas été, il a été beaucoup moins naïf que d'habitude. Voilà. Sinon, ce que j'ai bien aimé, c'est plutôt sur l'aspect tactique. Le pressing a été plus ou moins le même, à part Léo qui n'est pas un grand fan de presser. Mais hormis ça, on voit qu'il y a une demande tactique de Pioli qui est là et que même les réserves ils commencent à l'assimiler, même si évidemment il y a moins de talent que d'habitude.
Ouais, alors c'est vrai que si on regarde les actions en première mi-temps, c'était quand même dans l'ensemble milanais, puisque Salah s'est imposé devant Léao à la 8e minute, et il y a une tête de Gabia au-dessus à la 39e, une tête de Diaz aussi au-dessus à la 43e, une frappe de Saelemaekers au-dessus sur un centre de Calabria à la 44e, et seulement une frappe de Verde sortie par Donnarumma à la 45e côté Spezia, Nico. Bon, on n'a pas été trop inquiété, mais heureusement, j'allais dire, c'est que la Spezia, hein, parce qu'on parle effectivement des prestations de Çalhanoğlu, de ces joueurs là comme Léao qui marquent des buts dans ce genre de match, mais il faut rappeler quand même qui on rencontre à chaque fois, il faut relativiser, on est content, on a 9 points, c'est formidable, on n'est pas encore en Ligue des Champions, on n'est pas encore prêt à battre le Bayern. Donc relativisons, sachons raison garder et attendons notamment le prochain match, Nico, le derby qu'évidemment on a hâte de voir. Bien sûr, après, là où Erko a raison, c'est que ce genre de match, à une époque, on aurait eu du mal à s'en dépêtrer. Là, tu le gagnes quand même 3-0. Et si le mec, personne n'a vu le match, tu dis que ça a quand même été très facile. Alors, c'est vrai on n'a pas montré grand-chose, mais on n'a pas non plus énormément forcé pour les battre. C'est, ça fait longtemps que Milan n'a pas commencé un championnat avec 3 victoires consécutives. Même sans Ibrahimovic, on arrive quand même à les gagner. Même en n'étant pas très bon, on arrive à les gagner. C'est ce qui, si on veut voir le verre à moitié plein, on peut regarder cette note-là. C'est vrai qu'un gars comme Çalhanoğlu, moi je trouve que quand même, il est quand même sur une pente assez impressionnante, tout de même, même si il a joué 10-15 minutes, mais ça a été suffisant pour faire la différence. C'est lui qui donne ce ballon à Leao sur le coup franc qui est extrêmement bien tiré. Et, et mine de rien, quand même, ce joueur, alors j'ai appris ça, tu vois, il jouait à cette position-là à Leverkusen, en fait. C'était la compo dans laquelle il jouait, derrière l'attaquant, avec 2 ailiers sur les côtés. Et c'est la première fois qu'on l'a mis, en fait, aussi à sa place. Et Non, des fois, non, t'as non, des... Nico, c'est pas vrai. Il a fait des matchs en 10, on l'avait dit suffisamment avec Roland. Peut-être pas énormément, mais il avait Il fait beaucoup des matchs, déçu à ce poste-là aussi, hein. des matchs en 10, mais rarement dans cette composition-là, avec 2 défenseurs derrière, enfin 2 défenseurs avec 2 milieux derrière et 2 ailiers sur les côtés. Hmm. Moi, c'est la première fois que, enfin, Pioli est le premier à mettre cette compo quand même sur le papier. On a beaucoup tourné. Moi, je vois quand même un réel changement avec ce joueur. Après, comme tu dis, il y a le derby qui arrive dans 2 semaines. Ah bah si on bat Un derby l'Inter, là qui, on va revoir nos ambitions à la hausse, disons les choses clairement, hein, parce que là ce sera révélateur. mais moi, même pas, je vais me dire ça que si on bat l'Inter, mais après, ça va être un match qui va être un derby complètement atypique, sans supporters. Donc, ça va être complètement différent, bien sûr. Mais après, c'est pas parce qu'on va le gagner que je pense qu'il faudra quand même s'enflammer non plus, Non mais sans même si flamme, ça va être j'ai dit difficile. revoir nos ambitions à la hausse. On avait dit quoi en début d'année? Pas capable d'aller à la 4e place, c'est ça? On visait la 5e ou 6e place si je vous écoutais, hein. Donc là peut-être que si on tape l'Inter et si on fait 12 sur 12, on va imaginer que le Milan peut atteindre le carré final, non? Ah, oui, bien sûr, mais à la base, Ah, l'objectif du club, c'est la 4e place. Je t'avoue que j'ai dit, je pense qu'on peut se battre pour cette 4e place. Après, de ce que j'ai pu voir de l'Inter, euh, c'est autre chose que Crotone et la Spezia, ah bah oui réellement. évidemment. Si elle n'est pas encore bien huilée, ça va être un autre affrontement et on va pouvoir enfin jauger, je pense, notre équipe, avec en plus certainement peut-être le retour de Rebic pour le derby et Hmm. le retour, bien sûr, d'Ibrahimovic Ah et oui, de non, ça on a Romagnoli. hâte. Je crois qu'on a vraiment hâte à ce match puisque la saison va vraiment démarrer sur ce match. Pour l'instant, on a Oui, rencontré des bras cassés. On va rencontrer enfin une vraie équipe. D'ailleurs, je crois que le Milan n'a pas perdu, a-t-il le commentateur, depuis une quinzaine de matchs, c'est ça? C'était pas l'Inter la dernière défaite? le Génois, Le Genoa, avant le d'accord. Covid. Parce qu'on avait perdu le 4-2, c'est ça, contre l'Inter l'année dernière? Oui, 4-2 en menant 2-0 à la mi-temps. Voilà, donc là on va retrouver l'Inter, bon, qui est quand même finaliste de l'Europa League et qui a quelques très bons joueurs aussi dans son effectif, qui est certainement au-dessus de nous en tout cas depuis quelques temps, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Ils ont fini deuxième la saison dernière à un point du premier, donc ce sera intéressant de voir si le Milan a franchi des paliers, est capable de s'imposer face à une équipe qui a priori, je dis bien a priori, nous est supérieure. On espère bien sûr le contraire. Erco, bon, tu peux revenir bien sûr sur ce match et ce qu'on a dit, mais évidemment on attend avec impatience le derby. Oui, évidemment. Maintenant, voilà, j'espère évidemment qu'on va faire quelque chose au derby, mais je préfère qu'on gagne tous nos petits matchs et nos matchs moyens et qu'on perde des matchs comme celui-là où on part clairement pas favori. Maintenant, un derby reste un match à part où il y a pas, on ne sait pas dire qui est plus fort à ce moment-là parce que c'est un match qui est totalement hors mesure, hein. L'année passée, on mène 2-0 à la mi-temps, or qu'on n'était clairement pas favori. Après, on a craqué mentalement, mais voilà, c'est pour montrer ce qui peut se passer dans un derby. Donc, non, je pense que c'est le match qu'il faut. C'est pas un match que je vais garder en mémoire, mis à part pour l'ambition dans le jeu, si on va être capable comment dire, de vouloir dominer l'Inter, ou en tout cas de vouloir faire jeu égal. C'est ce que j'attends beaucoup, moi. Plus que le résultat, c'est plus la façon dont on va commencer et finir le match.
J'espère voir beaucoup d'ambition dans le jeu, une envie de franchir plus qu'un palier, même deux, parce qu'un palier, on a déjà franchi maintenant, je pense, en gagnant des matchs comme on les gagne maintenant. Le prochain palier, c'est de commencer à faire jeu égal avec les grosses équipes, voire de gagner les matchs quand ils sont en forme, évidemment. On ne va pas prendre des matchs qu'il y a eu récemment post-Corona, parce que voilà, ça comptait pas vraiment, on va dire. Donc, je rappelle juste que, évidemment, on ne vise pas du tout le championnat, même presque pas la 4e place, parce qu'il y a quand même, pour moi, encore beaucoup de concurrence. Ah, tu vois, tu Mais je relativises rappelle... aussi. C'est-à-dire que tu reviens sur ce qu'on a dit en début de saison. Tu penses que le Milan n'est pas capable de faire partie des 4 Ah non, premiers. non, j'ai pas dit qu'on n'est pas capable. J'ai dit Ah, que ce serait peut-être pas forcément un échec de pas être 4e cette année-ci. Ah bah moi Mais je pense que si. Moi je pense que si. Je pense qu'avec le recrutement, alors certes on n'a pas dépensé beaucoup d'argent, mais vu ce qui s'est passé après le confinement et ce qui se passe maintenant, c'est-à-dire le 9 sur 9, même si je relativise, je Oui. fais partie des gens qui considèrent qu'il faut toujours regarder la force de l'adversaire pour étalonner et juger, réellement estimer la qualité de nos performances. Mais si on réussit à taper l'Inter, c'est-à-dire si on fait 12 sur 12, je pense qu'on peut légitimement espérer viser la 4e place. Enfin ça paraît quand même la moindre des choses. Oui, mais n'oublie pas qu'après, on va commencer à jouer l'Europe, la Coupe d'Italie, on va enchaîner plus de matchs. On n'a pas un C'est vrai. effectif qui, maintenant, sauf surprise, hein, peut-être que les prêts qu'on a pris ici, comme Dalot, etc., ou même Auge, on s'avérait peut-être des futurs titulaires en puissance et qui vont là être décisifs aussi pour nous. Mais là, à l'heure actuelle, voilà, on va jouer sur 3 tableaux. On a bien vu ici qu'on a joué l'Europa League, on a été obligé de changer et que l'effectif n'est pas du tout le même, hein, l'équipe B par rapport à l'équipe A. Là où l'Inter, ils ont quasiment 2 équipes pour pouvoir jouer. Donc, quand j'ai vu le match en tout contre la Radio, les remplaçants qu'ils faisaient, c'était des titulaires chez nous, quoi. Donc, Bien sûr, bien sûr, bien sûr. c'est sur ça que ça va se jouer. Maintenant, je me rappelle d'une époque, quand la Rome a été championne, ils ont gagné quasiment aucun match contre les grosses, mais ils ont battu toutes les petites et tous les matchs qu'ils devaient gagner, ils les ont gagnés. Donc, si on arrive à faire la même chose, gagner tous les matchs contre des équipes qui sont sur papier plus faibles que nous, je pense que dans cette série-là, vu les régularités des équipes comme la Lazio ou voire même Naples, là, dans ces cas-là, si on arrive à jouer comme ça, on peut viser la 4e place, mais pas autrement. Si l'Atalanta, Naples et la Lazio jouent leur niveau pendant toute la saison comme ils ont joué la saison passée, on sera encore trop court. Maintenant, voilà, ça C'est dépendra noté, de la c'est noté. régularité. Alors moi je vous rejoins sur un point, c'est que gagner en jouant sans être extraordinaire, c'est un vrai point fort. C'est-à-dire que il y a beaucoup de grosses équipes qui ont réussi comme ça à remporter des titres en passant à côté dans les petits matchs et en gagnant quand même. Alors souvent c'était 1-0, etc. Il y en a certains qui bénéficient de pénalty avantageux, je citerai personne. Nico doit voir à qui je fais allusion. Mais non, sinon je vous rejoins également sur le fait que l'Inter, quand je dis si on bat l'Inter, évidemment c'est un gros si, hein. Je suis un peu plus réaliste que ça. Simplement en tant que supporter, il est évident qu'on a hâte à ce match et que on espère avec le retour de Zlatan, avec peut-être eh bien je sais pas, une équipe qui sera dopée par l'enjeu, hein, sait-on jamais, eh bien on espère faire un résultat. C'est toujours pareil en tant que supporter, on attend toujours ça, même si on sait bien que l'Inter, a priori, je répète, nous est supérieur. On passe au top, Nico. Les tops. Alors, j'ai décidé de mettre en 3 le belge Salemaker, ou Salemakers, je sais pas comment on dit toujours, qui, je trouve, a fait une première mi-temps il a fait partie des 3 gars, pardon, qui ont vraiment tenu leur niveau sur les 2 mi-temps. Il propose énormément, et c'est vrai que le pendant avec Léao, qui en première mi-temps était du côté gauche, était terrible. T'avais un gars qui se battait sur tous les ballons, alors même s'il y avait du gâchis quand même, des fois dans le dernier jet, mais voir un gars s'arracher comme ça, revenir, quand on dit l'attaquant est le premier défenseur, c'est exactement ce qu'il faisait. Il a récupéré quelques ballons et quand même le peu de situations intéressantes qu'il y a eu en première mi-temps, ça venait souvent de ses démarrages à lui en tout cas. Et je note en tout cas sa bonne attitude sur le terrain qui lui fait marquer des points et lui donne aussi un capital sympathie par rapport à d'autres joueurs. Et on aime les joueurs qui se battent, c'est vrai. Ensuite, en numéro 2, Brahim Diaz. Je trouve que ce joueur, il a quelque chose dans les pieds. Techniquement, après, c'est un joueur qui aime bien effacer. Il prend énormément de coups, il crée énormément de fautes. Il a un besoin d'aller provoquer, de faire du 1 contre 1. Je trouve qu'il gagne souvent quand même ses duels, ou dans ce cas-là, il provoque des fautes, donc. Et je l'ai trouvé très intéressant quand il a été surtout en position de numéro 10. Après, à la rentrée de Çalhanoğlu, ils l'ont fait passer devant. J'ai pas l'impression que ce soit un vrai attaquant quand même. Et on l'a un peu moins vu. Et pareil, quand il est allé sur le côté gauche, enfin bon, c'était pas dingue. C'était un peu moins bien, mais en tout cas, j'ai beaucoup aimé sa première mi-temps, pareil. Et
c'est un bon remplaçant qu'on a dans cette équipe. Et pour un joueur qui découvre la Serie A, c'est pas trop mal en attendant de voir la suite. Et ensuite, j'ai mis en premier Théo Hernandez. Ouais. Ça m'aura vraiment fait mentir parce que si on ressort les bandes, quand il est arrivé, j'y croyais pas une seconde. Et ça devient un de mes joueurs préférés dans cette équipe, une combativité toujours présente. Même quand il est moins bien, par exemple comme jeudi où il a vraiment pas été bon, il lâche rien. Et il a fait une première mi-temps assez moyenne, mais en deuxième mi-temps, il a donné énormément en demandant le ballon, même s'il y a eu pareil des déchets, mais au bout d'un moment c'est passé, il est arrivé son but, il a même failli en mettre un deuxième. Il aurait même pu, selon moi, avoir un penalty parce qu'on voit quand même clairement que le joueur de la Spezia le pousse en bout de course. Bon, après, on va pas se plaindre de l'arbitrage car peut-être que la Spezia aurait pu. Pour moi, c'était une passe en retrait quand même de Calabria. Voilà, donc Théo toujours présent, premier but de la saison. Voilà, un de nos hommes forts déjà l'année dernière qui, je pense, le sera encore une nouvelle fois cette année. Ouais, c'est vrai qu'il met du cœur à l'ouvrage, il est besogneux et il est récompensé de ses efforts par ses buts. C'est vrai que la dernière fois, déjà, il nous a fait une frappe exceptionnelle qui a été sortie in extremis par le gardien. Là, il a failli marquer un deuxième but, encore à la 82e. Hein. Il est vraiment brillant. Et alors, après, c'est toujours pareil, comme je dis toujours, il faudra le voir contre des grosses équipes défensivement. Mais il est tellement travailleur, il est tellement sérieux, tout simplement. Hein. C'est un joueur sérieux, tactiquement, il est présent, il est physiquement, évidemment, hors norme, je trouve, par rapport. Enfin, il n'y a que Kessié, me semble-t-il, qui sur ce plan-là, eh bien, peut lui tenir la dragée haute. Non, c'est une vraie satisfaction et je partage ton enthousiasme sur ce joueur. Erko, c'est ton tour. Donc en troisième, j'ai plutôt mettre Calabria, qui, hormis sa grosse boulette d'autogol qu'il a failli encaisser sur Donnarumma, a encore fait un gros match. Je trouve, vous parlez des joueurs besogneux avec beaucoup de combativité, bah, il a encore montré aujourd'hui, hein, notamment sur la passe qu'il fait à Selemakers, sur le but qu'il a failli marquer, qu'il a tiré au-dessus. C'est qu'un peu de joueurs seraient arrachés comme ça, il aurait réussi à redresser la situation. Et notamment d'un point de vue offensif, je trouve qu'il y a une très bonne entente avec Selemakers. Ils combinent tous les deux et je trouve qu'ils se complètent. Que quand un monte, l'autre sait jouer derrière. Il y a une bonne cohésion entre les deux. Ils sont directement bien entendus. Et notamment, je trouve qu'il a quand même travaillé pas mal sur ses centres et son positionnement. Il n'a pas vraiment été dérangé, même si c'est vrai que c'est que la Spezia, mais il n'a pas été vraiment dérangé aujourd'hui. Il a bien tenu son homme. Il a bien travaillé. Je pense que c'est un aspect qui travaille. Et ce Calabria, pour moi, on n'a pas la nécessité cette année-ci de remplacer par un titulaire. Donc je pense qu'il peut rester à son poste tranquillement. En deux, je mets Selemakers aussi, puisque notamment surtout pour sa grosse première mi-temps, comme ça a été dit. Hein, ce que j'aime bien avec lui, c'est donc vous appelez sa combativité, mais moi ce que je parle aussi, c'est le travail qu'il fait. Donc si vous regardez ses premiers matchs et ses derniers matchs, il y a une évolution constante. C'est pas un joueur qui reste sur ses acquis, c'est un joueur qui travaille. On a bien vu ces 2-3 centres qu'il a fait, surtout en première mi-temps, ils étaient bons, ils auraient dû peut-être même amener à des buts. La tête de Diaz et sur le contrôle de DAO. C'est un joueur qui peut-être doit encore travailler, je ne sais pas si c'est une peur, mais il doit dribbler plus, voilà, plus déborder. C'est peut-être le petit reproche que j'ai encore à lui faire, mais sur tout le reste, voilà, je trouve qu'il a beaucoup progressé depuis qu'il est là et ça ne m'étonne pas. Vous parlez du physique de Kessié et de Théo, pardon. C'est hormis qu'il est pour l'instant moins puissant, mais d'un point de vue condition physique, c'est dans le même genre. C'est un mec qui peut finir les matchs sur un sprint et enchaîner un match le lendemain. Il rappelle Abaté. Hein. De quoi? Il rappelle un peu Abaté sur ce plan-là. Un petit peu, ouais. Il y a beaucoup de similitudes, notamment aussi c'est d'un point de vue technique où voilà, on voit que c'est un joueur qui doit travailler sur chaque contrôle, etc. Que c'est un joueur qui part entre guillemets d'un nul techniquement, mais qui travaille. C'est vrai que on peut partir sur ça. C'est sur un Abaté, surtout qu'Abaté a commencé aussi à ce poste-là de milieu offensif droit. Donc oui, la comparaison est juste. Et il joue en sélection. Donc, de quoi? Il joue en sélection. Il a été repris ici. Pour la première fois, il a été repris. Donc pour le prochain match. Donc on verra. Mais voilà, c'est un joueur qui va continuer à évoluer. Donc voilà, donc est-ce qu'il va encore servir dans le prochain Milan? Oui. Maintenant, à quel statut, ça on verra. Mais il faut pas oublier qu'il est encore très jeune et il y a 6 mois qu'il est là, quoi. Donc faut pas l'oublier non plus. Donc depuis 6 mois, je trouve qu'il a beaucoup progressé et qu'il apporte un statut justement de bons joueurs, de bons suppléants justement à cette équipe, un profil qu'on n'avait pas, qui nous manquait, et je trouve que ça fait du bien. Et je terminerai aussi évidemment par Théo qui me rappelle le bas de Tottenham, hein, très rapide, puissant, inarrêtable quand il est lancé. Défensivement, c'est un peu compliqué à juger parce qu'il n'a pas eu grand chose à faire non plus aujourd'hui.
Mais l'apport qu'il a, surtout ces derniers matchs, je trouvais un petit peu en recherche d'une bonne performance. On voyait qu'il essayait de dribbler à tout va, puis il a raté un petit peu quelques passes, quelques dribbles. Il était sans être mauvais. On voyait bien que c'était pas le Théo de l'année passée. Je pense que le but qu'il a mis aujourd'hui et sa prestation globale vont l'aider à enchaîner. Et ouais, il y a très longtemps qu'on n'a pas vu un joueur comme ça au Milan, hein, enfin, surtout au poste d'arrière latéral. C'est une perle rare. J'espère qu'on arrive à le garder longtemps. Il fait tout. Il fait tout. Il défend. Et même ses centres sont très bons. Il est capable de tirer, de bien combiner. Il s'entend bien avec tous les joueurs de son côté. C'est un leader aussi. C'est un mec qui pousse les joueurs à aller de l'avant. Je trouve qu'on parle d'Ibrahimovic dans ce côté-là, mais je pense qu'on en a quand même plus maintenant. Parce on parle aussi de Cassier qu'ils appellent président parce que c'est le leader aussi. Théo qui pousse souvent les joueurs à aller de l'avant. Benacer qu'on entend souvent crier, surtout maintenant après les joueurs qui sur place, etc. On a une équipe qui a envie de faire quelque chose. Et c'est ça qui a peut-être fait aussi la différence l'année-ci, c'est qu'ils sont conscients de leurs forces et ils ont envie de se donner et pour une fois prendre conscience du poids du maillot qu'ils portent Ah, sur mais les sinon ils épaules. prennent 10 coups de fouet à l'entraînement par Zlatan, donc tu penses bien ils n'ont pas le Oui, choix. On l'a dit. C'est-à-dire que depuis qu'il est arrivé, mentalement il les a dopés, ça c'est sûr, hein. oui, mais maintenant on s'est même gagné sans lui, parce que bon, même ces deux derniers matchs, il n'était pas terrible. Mais, aujourd'hui, on peut pas compter parce que c'était une équipe B. Mais il y a une vraie mentalité de vainqueur, même quand il n'est pas là et même quand il n'est pas, même quand il est pas présent physiquement. Donc, oui, évidemment, Zlatan a beaucoup apporté et quand il est là, on joue encore mieux. Mais maintenant, même sans lui, je trouve il a apporté, comme tu dis, une mentalité de gagnant à tous les joueurs qui savent la respecter même quand il n'est pas là. Donc, et on a récupéré plusieurs petits leaders à sa place, ce qui est une très bonne chose. Nico me dit en off que Zlatan est le mal alpha, mais c'est tellement vrai. Nico d'ailleurs, nous attendons avec impatience ton flop. Mon flop, alors pour ceux qui vont peut-être avoir les oreilles qui saignent, je m'excuse déjà avant, mais pour aller au bout, j'ai fait avant ce deuxième but, j'étais prêt à le mettre, c'était Leao. Et après, je me suis dit, est-ce que j'aurais mis à l'époque Pippo Inzaghi après un tel match? Est-ce que je l'aurais mis en marquant 2 buts, même si on l'avait pas vu du match? Est-ce que je l'aurais mis dans un flop? Ça aurait été impossible. Après, la différence qu'il y a entre Leao et Pippo Inzaghi, c'est pas la même carrière, c'est pas la même envie sur chaque match depuis maintenant un peu plus d'un an. Alors, voilà, je n'ai pas mis Leao parce que quand tu marques quand même 2 buts pour un attaquant, bah, au final, il a fait le job. Mais la prestation qu'il a faite a quand même été indigente. On a retrouvé ce joueur assez nonchalant qui t'agace très rapidement. On ne parlera pas des 45 minutes qu'il a fait contre l'équipe portugaise en Europa League. On avait l'impression qu'il jouait pour l'équipe portugaise. Bon, après, il était portugais, donc peut-être qu'il jouait pour son équipe, il jouait pour eux. Et sinon, moi, le seul que j'ai trouvé, je sais que ça va te décevoir, MJ, mais c'est Colombo. Ah, mais je suis Que, d'accord. Non, non, je suis d'accord. Je l'ai pas trouvé terrible non plus. Après, c'est toujours pareil, Nico. Évidemment, je vais te laisser finir. Excuse-moi de te couper, mais quand t'es un buteur, il faut te servir dans les pieds. Et c'est vrai qu'un attaquant qui n'est pas servi, c'est quand même très compliqué. Voilà, contrairement à Liao qui est censé partir de loin, avec du sprint, des dribbles, etc. C'est vrai que Colombo c'est un finisseur, d'après ce que je sais, hein, je le connais pas par cœur ce joueur évidemment, je l'avais jamais vu jouer avant. Mais on m'a dit que c'était un buteur, donc je le prends comme tel, je crois ce qu'on m'a dit. Et malheureusement, si on ne sert pas dans les pieds, si on ne fait pas des centres en retrait, si on t'envoie pas des ballons sur la tête, bah c'est compliqué. Après on peut lui reprocher un manque de pressing, c'est vrai. Il aurait dû se donner peut-être un petit peu plus sur le front de l'attaque. Mais je te laisse finir, vas-y. parce que, voilà, en fait, c'est exactement ça. Ça m'embête de taper entre guillemets sur l'ambulance parce que c'est un jeune, c'est ses premières minutes. Euh, bon, il avait joué déjà contre Crotone, il avait joué aussi titulaire contre l'équipe norvégienne. Contre les Norvégiens, ça n'avait pas été trop mal. Mais je veux dire, on te donne ta possibilité de pouvoir montrer quelque chose pendant 45 minutes. Alors, je suis bien d'accord que c'était un attaquant. Le seul truc que j'ai noté, son seul fait d'arme dans ces 45 minutes, c'est sur le centre de Calabria, au moment où Saelemaekers qui vient couper et il y a une bonne défense du joueur de la Spezia qui finit en corner. Mais sinon, ça a été Casper. On ne l'a pas vu sur aucun duel. J'avais l'impression qu'à un moment, il était même pas en pointe. À un moment, je l'ai regardé, il était limite au milieu de terrain. On a l'impression qu'il voguait, on savait pas où est-ce qu'il était. Et, et c'est terrible. Et pour aller plus loin, tu vois, c'est comme Maldini. Bon, ça n'a rien à voir, mais Maldini, parce que j'ai compris, c'est pas un attaquant. J'arrive pas à comprendre pourquoi Pioli le fait jouer aussi à ce poste de numéro 9, car c'était Maldini qui était en pointe jeudi. C'est pas leur C'est rendre vrai que c'est service, en bizarre tout cas comme pour choix, ouais. Maldini. Ils sont déjà jeunes, ne pas les mettre à leur poste, je trouve ça un peu dingue. Surtout quand tu sais que tu avais Léao, enfin bon bref, qui à la base est censé pour jouer ce poste-là. Mais je trouve ça dommage que il n'y a pas Ibra, tu as une possibilité de montrer quelque chose. Alors, et on sait que c'est difficile déjà pour un jeune Italien
même s'il joue bien, ça va peut-être être difficile derrière. Et là, je trouve ça terrible qu'au bout de 45 minutes, il est sorti, mais après, la rentrée de Chalano, il est sorti, la composition a changé, enfin, les postes ont changé, Léo est reparti en pointe, Diaz est passé à gauche, Chalhanoglu a repris sa place en numéro 10, et ça a été autre chose complètement. Alors, je dis pas que c'est sa sortie parce qu'il est dépendant des autres, bien sûr. Mais oui, Mais je trouve après, ça à mon avis, le troisième but de Léao, il est capable de le mettre aussi, hein. Donc, bien bon, sûr. voilà. Mais je vais pas spécialement défendre Colombo, tu sais, moi aussi je l'ai trouvé mauvais, et moi aussi, enfin, je sais pas parce qu'il est italien qu'on peut pas le critiquer, hein. De même, je mets Théo Hernandez premier du top aussi, enfin, je veux dire, y a pas de souci là-dessus. Simplement, ce sont des postes ingrats quand on n'est pas servi, voilà. Et comme tu le disais, Inzaghi, dans certaines rencontres, n'était pas servi, et on lui tapait peut-être un peu moins dessus parce que c'était Inzaghi. Bon, maintenant, il aurait dû se démener davantage sur le front de l'attaque, davantage presser, faire preuve davantage d'envie, ça je suis totalement d'accord. Et il risque de le payer cher parce que maintenant que Léao marque, bon, c'est pas dit que ça dure, hein, parce que ça c'est Oui, encore, hein, c'est on, on verra. c'est que le Portugais met 2 buts à sa place. Malheureusement, il met 2 buts, dont le premier, Oui, oui, mine oui. de rien, le premier but de Léo, il met un beau but sur le premier, l'extérieur du pied, où il vient bien couper. Le deuxième, tout le monde, enfin n'importe quel mec à l'endroit le met, il y avait juste à mettre le plat du pied. Mais c'est vrai que c'est terrible de dire que Léao a fait une première mi-temps complètement indigente, mais mine de rien, quand il est passé numéro 9, ben, il en a mis deux. Après, il y a eu un autre Milan aussi en deuxième mi-temps qu'en première mi-temps. Bah oui, mais je pense qu'à l'heure actuelle, Léao va devenir très certainement le remplaçant de Zlatan. Après, on verra dans quelle mesure ça fonctionnera, hein, parce que je ne juge pas encore une fois Léao uniquement sur son match contre la Spezia. Il nous a montré beaucoup de choses et pas toujours en bien par le passé, y compris jeudi dernier. Le flop de Herco, bien évidemment, est attendu également. On peut pas vraiment dire flop dans le sens que voilà, il n'y a pas vraiment eu de très mauvais joueurs, comme on peut pas dire qu'il y a eu des très bons joueurs entre eux. Donc j'ai envie de dire, j'ai commencé par Tonali que j'ai trouvé un peu mieux faire en tout cas, avec comment dire, dans l'envie de bien faire, il était là, mais il a ce petit côté mental à la Pirlo dans le sens qu'il est tellement, il est conscient de ses qualités et que des fois il a tendance à vouloir jouer un peu trop facile et à perdre des ballons, là tu dois pas en perdre. Je veux dire, des bêtes passes à 4 mètres qui va rater bêtement. Maintenant, c'est peut-être un peu aussi la pression. Il vient d'arriver, il y a 2-3 semaines qu'il est là. Donc voilà, il faut lui laisser le temps aussi. À son poste, il faut aussi se dire que c'est un poste où tu es obligé de bien connaître toute l'équipe pour pouvoir briller. Mais voilà, dans la fête aujourd'hui, il n'a pas été spécialement brillant. J'ai trouvé, il a perdu 2-3 balles qui auraient pu être assez dangereuses. Donc voilà, peut mieux faire, tout simplement. Pour Colombo, ben, c'est la même chose aussi, c'est un peu mieux faire. Il sort de la Primavera aussi, donc dans le profil et comment dire, ce qu'on attend de lui, ça me rappelle un peu la hype qu'on avait autour de Petagna, hein. Donc j'espère que ça va pas se répéter. C'est aussi un attaquant grand et puissant qui a un petit peu le même profil de jeu, si ce n'est que de ce que j'ai vu quand même de lui, il me paraît un peu meilleur quand même techniquement. Mais voilà, faut pas le presser. J'espère, dans l'idéal, c'est que voilà, c'est que Rebic revienne vite. Aussi bien lui que Maldini doivent être prêtés, je pense, à l'année prochaine. Un club de Série B ou un petit club de Serie A, c'est possible. Un club où ils pourront s'épanouir, apprendre tactiquement, parce qu'on voit qu'ils sont tous les deux largués à ce niveau-là. Quand ils sont souvent perdus sur le terrain, c'est plus il y a vraiment une incompréhension de certaines consignes, j'ai l'impression. C'est pas vraiment une envie de bien faire ou pas, c'est une question d'expérience. Je pense qu'un petit prêt leur ferait du bien en Italie et j'espère que ça se fera. Et en troisième, honnêtement, non, c'est compliqué quand même de trouver un. Non, un troisième, un petit peu Léo aussi par rapport enfin, à son attitude sur le terrain qui est un peu frustrante par moment d'un grand joueur qui a tout accompli alors que lui c'est l'opposé. Mais il a quand même mis ses 2 buts, comme il a dit, il était un peu mieux en deuxième mi-temps. Donc voilà, deux petits flops. Voilà. Bon, on va faire le point Tonali comme la semaine dernière, hein. Bon, c'est vrai que je l'avais mis dans les tops la semaine dernière, pas cette semaine, parce que effectivement, je trouve qu'il y a eu quelques passes un peu approximatives, mais c'est toujours pareil, tu as bien résumé en fait, c'est-à-dire qu'il est tellement au-dessus des autres techniquement, et ça se voit sur d'autres passes d'ailleurs, parce que ce que je veux dire sur Tonali, c'est qu'il a aussi réussi beaucoup de choses aujourd'hui. Il a aussi réussi énormément de passes dans l'intervalle, il a joué beaucoup plus vertical que la semaine dernière, il a pris donc plus de risques, et souvent ça passait. Seulement parfois, comment Évidemment. dire, parfois
prend pas trop l'information. C'est-à-dire qu'on sent effectivement, comme tu dis, il est tellement conscient de sa supériorité technique qu'il y va un petit peu tranquillou et il cherche pas à savoir s'il y a un défenseur devant l'attaquant auquel il essaie de passer le ballon. Et souvent parce qu'il est masqué, tout simplement. C'est-à-dire que c'est même pas qu'il rate sa passe, c'est simplement qu'il cherche pas spécialement à voir s'il y a un mec, s'il y a un adversaire sur la trajectoire du ballon. Et ça s'est produit effectivement une ou deux fois, je suis assez d'accord avec toi. Donc ça, c'est évidemment c'est à charge, hein, je suis totalement d'accord. Après, de là à le mettre dans le flop, bon, moi je trouve qu'il avait plutôt bien fluidifié le jeu, qu'il C'est s'était... pas un flop, hein. J'ai Ouais, précisé, ouais, c'est non, mais pas je un flop, comprends. hein. Je comprends. C'est-à-dire qu'effectivement, vu le talent qu'il a, il peut mieux faire. Et on pense, enfin, je pense qu'il va mieux faire hein, au fil du temps. Mais si tu veux, c'est comme ce que je disais la semaine dernière. Tu sens la qualité chez ce joueur. Voilà, tu sens sur ses prises de balles, sur ses décisions rapides, sur les gestes techniques qu'il est capable de faire dans des petits espaces, sur par moments les transversales qu'il réussit dans les pieds. Tu vois qu'il y a une technique très sûre chez ce joueur-là qu'on n'a pas, hein, parce qu'il n'y a aucun joueur au Milan Évidemment. dans l'entrejeu qui a cette technique sur les longs Nasser, hein. ballons. Sur les longs ballons, non, Ah, il y je en a suis pas. en ballon, Ah pardon. oui, mais c'est de ça que je parle. C'est-à-dire les mecs qui sont capables de te réussir comme ça les transversales de loin, un peu comme Pirlo était capable de le faire. Je sais qu'il faut pas le comparer à Pirlo, mais ça ressemble quand même un petit peu. Il y en a pas. Je suis désolé. Bon, donc il a ce talent-là. Maintenant, dans la tête, oui, bah il a 20 ans. Hein. Donc à 20 ans, il y a des fautes, il y a des Évidemment. péchés de jeunesse. Bon, bah j'espère qu'avec le temps, il finira par apprendre. Il est là pour ça aussi, et c'est pour ça qu'il démarre pas comme titulaire. On l'avait dit dans l'émission de début de saison que Tonali ne serait pas titulaire dès le mois de septembre, qu'il allait devoir s'installer dans cette équipe. On verra combien de temps ça prendra. Maintenant, je lui mets pas la pression. Moi, je pense qu'il va faire son petit bonhomme de chemin, et puis bah on va le suivre. Hein, de toute façon, voilà, c'est le seul Italien qu'on a recruté cette année, donc moi je suis content. Hein. Alors c'est 1 sur 6 je crois encore, hein, que, enfin l'AC migrant est fini à sa réputation bien évidemment, mais ah oui non, 2 Italiens ça aurait été trop, hein, faut pas non plus trop en demander, mais bon il a du talent, maintenant qu'il le monte sur la durée, puis il va progresser dans la tête, je suis pas très inquiet pour ça. On passe au mot de la fin Nico. Le mot de la fin. Oui, j'en ai un peu plus long et un tout petit. Mais arrivé, ça faudra m'expliquer, de Maldini où j'arrive pas trop à comprendre pour le mercato. Arrivé aujourd'hui donc d'un quatrième défenseur droit. Après donc Calabria en titulaire, Conti qui est censé être le remplaçant en tout cas, qui ne partira pas, ça c'est sûr. Kalulu qui a été pris cet été, apparemment sur lequel on mise, vu quand même qui prend un salaire quand même d'1 million net par an à son âge. L'arrivée donc de Dalot ou Dalot, je sais pas, donc qui était à Manchester pour un prêt sec d'1 an. Je ne connais pas le joueur, donc je ne jugerai pas par rapport au niveau. Ce sera une découverte, mais il faudra expliquer. Alors qu'on a un manque de défenseur central actuellement, qu'on cherchait un milieu ou peut-être un remplaçant à Ibrahimovic, de prendre un quatrième défenseur droit, ça j'ai beaucoup de mal à le saisir. Et mon mot de la fin, c'est surtout concernant donc cette Ligue Europa où on a eu un match où Didier Deschamps nous a certainement prêté sa chatte. Voir cette séance de tir au but là, entre le penalty à la 121e minute déjà. Où Çalhanoğlu, faut lui reconnaître ça, il a pris ses responsabilités, il a magnifiquement tiré ce péno pour nous offrir donc une séance de tir au but. Et là, on est parti dans une séance de tir au but assez loufoque. Franchement, digne d'une Coupe de France, d'un 64e de finale de Coupe de France, avec le double poteau, c'est un truc qui arrive quasiment jamais, quoi, le double poteau pour nous, enfin alors que les Portugais ont eu 3 ou 4 balles de match qu'ils ont raté, et Milan n'a pas raté la sienne, vu que c'est Donnarumma qui l'a arrêté, le péno. Comme souvent. Et donc on s'est qualifié. Franchement, moi devant ma télé, j'étais en train de péter un plomb parce que là, je me suis imaginé l'humiliation. Tomber face à une équipe donc de Rio Ave qui franchement était minable, et Milan a été pire que minable. Mais tu comprends La pourquoi on différence, relativise, Nico, les matchs en championnat, là, les 3 matchs? Tu comprends pourquoi on relativise? C'est à cause de ce genre de prestations. et c'est là où je veux venir, c'est que je pense, et ça c'est mon avis, que contre Rio Ave, on est venu les mains dans les poches. On est vraiment venu les mains dans les poches. Il n'y a même pas le minimum qui a été fait, en se disant, en gros, les Portugais, c'est le 5e du Portugal, ça va passer sans avoir à courir. Et c'est ce qui s'est passé parce que franchement, quand Milan prend le but à 1 en fin de deuxième mi-temps, les Portugais, ils marquent un but sur leur seule occasion du match. Milan a joué un quart d'heure durant les 90 premières minutes. Ça a été suffisant pour en mettre un. Et après, ça a été rideau. Il faut voir le deuxième but qui est un but véritablement gag que met les Portugais. Et on s'est fait peur. Maintenant, il arrive la Ligue Europa. Je sais pas si donc la poule, c'est Sparta Prague. Je sais pas ce qui va réellement les Tchèques. Mais c'est jamais simple de jouer ce genre d'équipe d'Europe de l'Est. Parce qu'ils donnent tout. Parce que ça, c'est leur Ligue des Champions, l'Europa League. On va jouer Lille.
qui était dans le chapeau 4, qui était la pire équipe à prendre, qui était la seule d'un niveau, on va dire, assez correct. Bah, on va pouvoir comparer la Et Serie A et la Ligue 1, un peu comme pour Lyon-Juventus. exactement. Et ensuite, nous avons le Celtic, qui est jamais simple d'aller jouer en général en Écosse, en tout cas chez eux. Maintenant, le but, sincèrement, et c'est tant mieux d'avoir une poule d'Europa League qui sort un petit peu, qui est, on va dire, un peu plus haut en termes de standard, en termes de niveau. Après, c'est normal, Milan aussi est chapeau 3, donc c'est normal qu'on ait pris quelques équipes. Si on était en chapeau 1, ben, on aurait comme la Roma et le Napoli, une poule certainement un peu plus faible. Maintenant, il va falloir, entre guillemets, sortir, mais pas sortir petit bras, sortir gros bras de cette poule, parce que mine de rien, même si tout le monde le dit, Milan, en gros, c'est la poule de la mort de l'Europa League, on va dire. Milan doit sortir, si tu veux être quatrième de ton championnat et les jouer avec des champions, tu dois sortir de cette poule et tu dois pas sortir petit bras. Il y a 2 ans, on s'est fait dégager avec l'Olympiakos, un club luxembourgeois et le Betis Séville. On Higuain n'a s'en pas le droit souvient. déjà, bien sûr, après ce qui s'est passé il y a 2 ans et ce qui a failli se passer contre les Portugais, on doit sortir sans forcément trembler. Je dis pas qu'on doit faire un 18 sur 18, mais il faut sortir sans trembler, sans avoir à gagner le dernier match, à enchaîner les matchs nuls ou à passer avec 8 points. Il faut montrer que si on veut espérer quelque chose l'année prochaine et jouer la Ligue des Champions, ça passe aussi par sortir des prestations correctes en Europa League. Et au moins, si on sort correctement de cette poule d'Europa League, après, je dis pas qu'on doit aller la gagner, mais déjà, au moins, sortir correctement de cette poule d'Europa League, on oubliera ce match qui a franchement été lamentable, car on est vraiment passé de l'une des pires humiliations sur la scène européenne du Milan AC. C'est vrai, c'est vrai. Erco. Ouais, et juste pour rebondir sur Dalot, il vient principalement pour jouer à gauche, hein. Donc, il a joué beaucoup de ses matchs à Manchester à gauche. Comme vu le probable départ de l'Axa en Espagne, je pense, si je dis pas de bêtises, il va venir pour suppléer Théo à gauche et peut-être dépanner à droite quand ça, s'il y a un problème, quoi. Mais globalement, c'est un joueur qui peut jouer sur les deux côtés et qui va venir pour jouer à gauche. Après, Si... je connais Non, pas vas-y, vas-y. mais c'est juste pour répondre à ça. Euh, Son poste, quand même, à la base, est quand même, à la base, défenseur droit. Je ne sais Donc, pas. c'est-à-dire Parce que, ouais, qu'on prend avant quelqu'un pour... Manchester, je ne sais pas. En tout cas, à la base, il est défenseur droit. Donc, on prend quand même quelqu'un pour faire du bricolage pour les jouer à gauche que Calabria, entre guillemets, ou Kaloulou pouvait faire, en sachant que tout à l'heure, vous avez parlé de Salemaker. Ça a été aussi une idée du club de se dire est-ce qu'on peut replacer, peut-être si besoin, en cas de Ouais. coup dur, Salemaker, au cas si demain il y a besoin, en poste arrière droit. Ouais, Erco. ouais, donc, oui, effectivement, Makers peut aussi jouer défenseur droit pour dépanner aussi, et donc voire même faire une progression à la bataille, travailler là-dessus, mais bon, c'est pas sujet pour le moment. Donc, sinon, pour rebondir sur l'Europe, j'ai quand même peur encore actuellement que ça joue dans les jambes au niveau du championnat. Donc, même si on a des joueurs avec un gros coffre, on a quand même des joueurs qui sont pour l'instant irremplaçables. Et j'ai peur que l'usure de jouer les deux coupes, enfin les deux compétitions à fond, ça peut quand même jouer là-dessus aussi. Donc, j'espère quand même mettre une priorité des titulaires pour le championnat et faire tourner un petit peu plus sans tomber dans l'exagération en Europe, au moins faire quelques cadres, un à la fois ou deux. Mais on peut pas jouer les deux, comment dire, avec notre 11 titulaire à chaque fois. Donc, ça, on saurait pas sans perdre des plumes. Donc, j'espère qu'on jouera l'Europa League un peu moins de façon prioritaire que le championnat. Sinon, j'espère qu'on va recruter un défenseur qui va arriver. Donc ça en parle beaucoup. Massara a confirmé que normalement un défenseur arriverait, même si le laps de temps est quand même encore très court. Mais c'est une nécessité, puisque si Romagnoli, comme on sait qu'il est encore assez fragile, s'il se redresse encore une fois, on peut pas jouer des grosses compétitions avec Gabia qui est pas encore prêt à être titulaire dans les gros matchs en tout cas. Donc il faut absolument recruter un défenseur. Voilà, on part de Rudiger qui a peut-être un peu plus d'expérience, qui serait peut-être un peu plus, comment dire, en prêt en tout cas logique par rapport à ce qu'on a besoin. Donc même si c'est évidemment pas Nesta, évidemment, mais ça dépannera quand même. C'est un joueur d'expérience. Donc voilà, en tout cas j'espère qu'un défenseur central arrivera, un bon défenseur central. Je pense que ça peut aussi influencer le reste de la saison, parce que sinon ça peut jouer sans défense, ça peut avoir encore une influence catastrophique, quoi. Donc j'espère qu'un joueur arrivera, pardon. Très bien, bah on se retrouvera nous certainement pour parler de l'Italie dans quelques jours, puisque l'Italie va affronter la Pologne puis les Pays-Bas, donc on fera les émissions. Alors peut-être pas les deux d'ailleurs, mais on verra. Ce qui est sûr, c'est que si on les fait, on les fera pas forcément le soir, mais le lendemain. Donc et puis le Milan, bah évidemment, comme je l'ai dit tout à l'heure, on attend impatiemment le match contre l'Inter dans 15 jours. Ce sera formidable. C'est le 17, Nico, c'est ça? 18 à 18h.
Le 17 à 18h, très bien, merci, c'est 18 noté. heures. Bon bah écoutez, on sera là, on fera l'émission juste après le match, ce sera formidable, ça va être exceptionnel. Toujours est-il que nous vous souhaitons comme d'habitude une excellente semaine, et donc on se retrouvera pour l'Italie très vite. Salut! Salut. Ciao.